Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, poulet sans tête, hameçon et chauve-souris. Salut la famille! Ça y est, ce jour est enfin arrivé dans Animedia. On va parler d'un film Disney. Alors ok, je sais, j'ai consacré 2 épisodes à Vice Versa et à Vice Versa 2, mais c'était des films Pixar, pas des Disney, c'est pas tout à fait pareil. Cette fois-ci, on a bien des gens qui chantent, une vraie fausse princesse et des petits animaux rigolos. C'est pour la grosse sortie mainstream de cette fin d'année. Pile pour Thanksgiving, on y reviendra. C'est le 63e classique d'animation des studios Disney. Je parle bien sûr de Vaiana 2 de David G. Derrick Jr. Je vous rappelle la structure de ce podcast. J'attaquerai par la partie critique. Ensuite, j'essaierai de mettre un petit peu de contexte, sauf que cette fois, ce sera surtout pour essayer de se projeter sur ce qu'on peut espérer pour Vaiana, ce que Disney surtout peut espérer pour Vaiana 2 en termes de succès futur. Et vous allez voir, il y a des petites surprises. Ensuite, on se posera la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir mais c'est pour qui Vaiana 2, et on lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Allez, accrochez-vous à votre canoë, on passe le récif. Enfin nous voilà dans notre paradis. Vaiana! Petite sœur! Grande sœur! Méchante, t'es partie trop longtemps. À peine 3 jours. Mais j'ai trouvé ceci. C'est une île très ancienne, maudite par un dieu assoiffé de pouvoir. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et si tu reviens jamais? L'océan nous réunit. Alors où que j'aille, tu seras toujours avec moi. Pour que tu n'oublies pas ta maison. Devenue la nouvelle grande exploratrice de son île, Vaiana découvre sur une île qu'elle pensait inhabitée un indice capable de la mener vers une autre île mythique, capable de rassembler tous les peuples de l'océan. Laissant derrière elle sa petite sœur Simea, elle embarque avec ses nouveaux compagnons Loto, Kele et Moni, retrouve Maui pour répondre à l'appel de ses ancêtres. Ce périple la conduira jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins du Pacifique. Vaiana 2 est sorti le 24 novembre 2024 partout dans le monde. Il est réalisé par David G. Derrick Jr., Jared Bush et Dana Ledoux Miller, écrit par Jared Bush et Dana Ledoux Miller. La musique et les chansons ont été écrites et composées par Mark Mancina, Opetaya Foai, Abigail Barlow et Emily Baer. Au casting en VO, on retrouve Aloy Cravalho, toujours dans le rôle de Vaiana, Dwayne Johnson qui reprend son rôle de Maui, mais aussi Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Khaleesi Lambert-Souda, Rose Matafeo, David Fane, Awimai Fraser ou encore Alan Tudyk dans le rôle de l'indispensable poulet Hey Hey. En VF, c'est toujours Cerise Calixte qui double Vaiana et Anthony Cavana qui interprète Maui. Le film est produit par Walt Disney Pictures et Walt Disney Animation Studios bien sûr et distribué par Walt Disney Studio Motion Pictures. Avant de commencer la critique à proprement parler, je vais vous glisser un petit mot sur le trio de réalisateurs. Pour 2 d'entre eux, c'est leur premier film en tant que réalisateur. C'est le cas pour David G. Derrick Jr. qui a commencé en tant que story artist chez DreamWorks où il a bossé jusqu'en 2012 avant de travailler
travaillé chez Disney donc, sur Vaiana, le premier du nom, le remake live, avec des guillemets, du Roi Lion, Raya, Encanto ou encore Avalonia. Pour Dana Ledoux-Miller, c'est aussi sa première réalisation, puisque de base c'est plutôt une scénariste et productrice, et elle sera également au scénario de la version live de Vaiana qui sortira l'an prochain. On en reparle ça dans la partie contexte. Quant à Jared Bush, il était scénariste sur le premier Vaiana et a entre-temps co-réalisé Zootopie et Encanto. Vaiana 2, vous l'avez compris, c'est la suite de Vaiana, la légende du bout du monde, qui était sortie en 2016, pile à la même période de l'année, pour Thanksgiving. Ce n'est absolument pas un hasard, là aussi, on y reviendra. Je ne sais pas vous ce qui vous reste du premier Vaiana, si vous l'avez vu. Si vous écoutez cet épisode, j'imagine que vous l'avez vu. En ce qui me concerne, j'étais pas allé le voir en salle, je m'étais pas déplacé, je saurais pas trop dire pourquoi, mais je l'ai vu plus tard, en 2018, je crois, sur Netflix. Et en fait, même 6 ans plus tard, je m'en souvenais quand même assez mal. J'en avais pas gardé grand chose, ce qui est pas forcément toujours très bon signe. Je l'ai revu donc sur Disney+, la semaine dernière pour me remettre dans le bain. Et au final, ce qui me reste, c'est que j'ai le sentiment d'un Disney correct, avec une héroïne forte qui n'est pas une princesse, elle le répète à longueur de film, on sent que c'est quand même pour essayer de casser le rôle des princesses Disney traditionnelles. On restait sur le carton monumental de La Reine des Neiges qui renouait justement avec cette esthétique et ces personnages de princesse. Là, on est dans une logique un tout petit peu différente, même si, bon, c'est quand même la fille du chef de l'île. Donc, quelque part, c'est un petit peu une princesse. Mais bon, bref, passons. Et ce qui m'avait quand même frappé, malgré tout, même au revisionnage, c'est que le film est quand même magnifique. C'est un film de 2016. On n'a absolument pas l'impression qu'il a 8 ans. Et il y a quand même un souffle épique au niveau de l'aventure qui fonctionne bien, même si d'un côté j'ai quand même trouvé ça assez vide. Alors bon, ok, ils sont majoritairement sur l'océan, mais quand même je trouve que ça manque d'environnements différents, de se retrouver peut-être sur des îles ou de proposer quelque chose d'un petit peu différent au fil du film. Il y a des bonnes idées, j'adore toute la scène avec les ennemis en forme de noix de coco, comment ils utilisent le son, etc. à ce niveau-là. Il y a vraiment des très belles choses, même si je trouvais quand même le film un petit peu trop long pour son propre bien. Il dure quasiment 1h50. Là, le 2, il a été raccourci de 10 minutes. Ça aide quand même un petit peu. En revanche, j'avais absolument oublié toutes les chansons. Voilà, c'est pas forcément ce qui me marque maintenant le plus. Je vais pas aller les réécouter derrière, donc ça n'aide pas forcément à les ancrer, mais je les ai complètement redécouvertes pour celui-là. La seule chose dont vraiment je me souvenais très très fort, c'était la scène avec le crabe géant, parce que j'avais reconnu la voix du doubleur qui est Jermaine Clement, qui est un acteur et chanteur néo-zélandais que j'avais découvert dans la série Flight of the Conchords. Et si vous connaissez pas Flight of the Conchords, je vous le recommande. Ça raconte l'histoire de 2 losers néo-zélandais qui essayent de percer dans la musique, mais qui n'y arrivent pas trop. Je pense que si vous traînez un petit peu sur les internets, vous connaissez le gif baguette, où on a un des 2 personnages qui fait semblant de jouer de la flûte avec une baguette. Ça vient de Flight of the Conchords. Bref, j'ai beaucoup trop parlé de cette série, mais vraiment, elle m'avait marqué à l'époque et j'étais content de retrouver Jermaine Clement dans le premier Vaiana. C'est à peu près tout ce dont je me souvenais. Donc, on en vient à Vaiana 2, qui est une suite qui reprend grosso modo la formule du premier film, avec un petit argument quand même, parce que c'est une suite, il faut bien justifier ça, c'est celui du more of the same. Grosso modo, on vous donne plus que ce que vous avez eu dans le premier, plus ou moins de la même chose. Le bateau, il est plus grand, il y a même une référence aux dents de la mer là-dessus, Vaiana le dit elle-même, on va avoir besoin d'un plus gros canoë. Elle part avec 3 membres de son village plutôt que de partir toute seule, et au poulet qui était déjà dans le premier film, là on ajoute son cochon. Elle est censée aller même encore plus loin, par-delà les océans, plus loin que personne n'est jamais allé, sauf que c'est le principal point noir pour moi, et là je vais me lancer dans un tunnel un petit peu négatif. Le principal problème que j'ai avec le film, c'est le titre de l'épisode, c'est que pour moi c'est pas tant du more of the same que du same of the same. La structure, elle est la même, mais quasiment à la minute près. Je pense qu'on pourrait lancer un timer et se rendre compte que les chansons entre le 1 et le 2, elles arrivent
plus ou moins au même moment. Les péripéties aussi arrivent plus ou moins au même moment, elles sont très attendues et c'est encore une fois grosso modo les mêmes. Et je trouve pas qu'on sent justement de différence d'ampleur dans l'exploration. On nous dit qu'elle doit aller plus loin, là où l'enjeu du premier c'était d'abord de repartir explorer la mer par-delà le récif. Ça déjà en soi c'était une aventure et le film nous le montrait tel quel. Là l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, mais comme les environnements qui sont principalement l'océan ne diffèrent pas vraiment au niveau du visuel, eh bien ça reste du same of the same. Encore une fois, il y a quand même quelques petits changements qui sont faits, mais je trouve que c'est plus des changements cosmétiques qu'autre chose. Le grand méchant de lave du premier, ici, il est remplacé par un grand méchant du tonnerre qui crache des éclairs. On remplace le crabe géant du premier, qui était un espèce de mini-boss, on va dire un ennemi intermédiaire, par cette fois une femme chauve-souris qui s'appelle Matangi et qui est d'ailleurs, je trouve, un des points super intéressants du film. Elle nous l'est présentée assez tôt, mais elle est tapie dans l'ombre, on n'entend que sa voix, ou alors on voit juste un petit bout de doigt ou son coude effleuré, celui de Maui qu'elle a fait prisonnier. Donc on pense qu'elle va jouer un rôle crucial, qu'elle va même peut-être être la grande méchante du film, mais au final, elle est complètement sous-exploitée, elle disparaît pendant une bonne moitié de film. On a sa scène qui est un peu calquée sur celle du crabe dans le premier, où elle nous fait une chanson, elle booste un petit peu l'héroïne, mais derrière, encore une fois, elle disparaît complètement et on la retrouve à la toute fin, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ça reste un gros point noir, alors qu'elle avait une scène d'exposition qui fonctionnait pour moi super bien. Au niveau des membres d'équipage qui sont ajoutés justement au bateau, qui accompagnent Vaiana, pour moi, j'ai retrouvé un petit peu le syndrome de Shitty Friends. En gros, c'est un terme qui était employé pour désigner les personnages, les compagnons qui étaient ajoutés à Sonic au fil de ses aventures, qui n'étaient pas forcément utiles, qui n'étaient pas toujours dotés d'un design très à propos. Là, pour moi, c'est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'ils servent pas à grand chose, ils sont pas super caractérisés, ils existent le temps d'une chanson parce que ils doivent eux découvrir les océans, comment fonctionne un bateau, comment on explore la mer, mais à l'arrivée ils ont pas vraiment d'arc, on sent pas qu'ils accomplissent quelque chose eux à travers ce voyage-là, ils n'évoluent pas vraiment en dehors de peut-être le petit vieux qui est censé être l'agriculteur du village qui est emmené ici pour qu'ils aient de quoi se nourrir. On voit pas une seule scène où ils se nourrissent de tout le film, donc il n'a pas vraiment d'utilité en tant que tel, c'est juste que finalement lui il n'avait pas tant envie que ça de partir sur un bateau, il veut rester dans sa cale enfermé tout seul et ne pas voir l'océan. Bon, c'est quand même particulier, dans ce cas-là peut-être qu'il fallait rester chez toi. Le personnage masculin, Moni, c'est un fan de Maui, mais c'est à peu près tout. C'est un peu son seul trait de personnalité et finalement ça n'évolue pas, il est fan au début, fan au milieu, fan à la fin, il accomplit pas grand-chose d'exceptionnel et Loto, qui est la mécanicienne du village, on nous fait comprendre que c'est elle qui design les bateaux, qui apporte des améliorations, etc. Dans le film, à part la voir mettre 2-3 coups de piolet sur le mât et couper des fils, à un moment donné, elle rafistole une voile, ok, mais on la voit même pas faire déjà. Et finalement, elle non plus, elle accomplit pas grand-chose d'intéressant, donc on pourrait presque les enlever du film, ce serait un peu la même. Ça, c'est clairement dommage, il y avait quelque chose à faire là-dessus. Mais en plus, ce que je trouve qui est d'autant plus dommageable, c'est que leur présence casse le côté buddy movie du film qu'il y avait dans le premier. Un buddy movie, grosso modo, c'est le fait d'avoir deux personnages au départ que tout oppose, qui ne s'entendent pas et qui, au fil des événements, des péripéties, vont devoir s'entraider, vont apprendre à s'apprécier et à la fin devenir non seulement indispensables l'un pour l'autre dans le récit, mais en plus vont se rapprocher, vraiment devenir amis, devenir buddy. C'est la formule de l'arme fatale, si vous voulez. C'était un peu ça dans le premier Vaiana. Et là, comme Maui, au départ, il est absent et qu'il revient via une espèce de pirouette scénaristique ou en tout cas, il le trouve complètement par hasard, cette formule-là, elle est un petit peu cassée. Ils essayent d'inverser un peu les rôles. Dans le premier film, c'était lui qui se mettait à douter. C'était Vaiana qui était pleine d'entrain, qui découvrait un peu ce monde de l'océan, qui le reboostait, faisait en sorte qu'il accomplisse son rôle. Là, c'est l'inverse. C'est elle qui se met un petit peu à douter et c'est lui qui vient la booster. Ça fait une scène de chanson qui est plutôt sympa, mais bon,
bon, c'est un peu léger, c'est juste un petit renversement des rôles, pas de quoi en faire tout un plat. Surtout que là, lui, pareil, il évolue pas vraiment, il a les mêmes pouvoirs que dans le premier, avec son hameçon magique, hein, il peut se transformer en tout un tas d'animaux, il reprend les mêmes transformations, et je trouve qu'il en utilise même encore moins. On a seulement le faucon pour se balader, pour voler, et le requin qui est utilisé à un moment, mais c'est à peu près tout, il a les mêmes gimmicks, les mêmes blagues, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans, quoi. D'ailleurs, je parle des mêmes blagues, on a justement le droit aux mêmes vannes, mais quand je vous dis que c'est les mêmes, c'est que c'est quasiment les mêmes qui sont reprises texto. Le poulet, il est toujours aussi bête, il fait toujours son cri quand il se retrouve dans une situation désespérée, il y a un petit goût de réchauffé, un petit goût de recyclé, forcément, ça passe moins bien, ça paraît tout de suite beaucoup moins drôle, beaucoup moins inventif. Je vous ai parlé de la scène avec les noix de coco qui apparaissaient, les monstres noix de coco qui apparaissaient dans le premier, c'était étonnant, ça faisait rire. Là, on a plus ou moins la même, avec un léger twist quand même, mais on aurait aimé, je sais pas, voir une autre ethnie, voir un autre type d'ennemi, un autre type de personnage qui exploite une autre idée de mise en scène. Là, on l'a pas. Et d'ailleurs, pour Vaiana non plus, je trouve que c'est pas très satisfaisant tout ça, dans le sens où, encore une fois, elle non plus, je trouve pas qu'elle a vraiment d'arc de progression. Elle a pas vraiment de problème au début du film. C'est devenu une exploratrice accomplie qui ne doute pas vraiment, qui a des visions venues d'un de ses ancêtres, qui part essayer de trouver cette île mythique. Certes, comme je l'ai dit, elle a un petit moment de doute, un petit moment de creux. Heureusement, quand même, il faut quand même ça, à un moment donné, dans le parcours d'un héros dans un film. Hein. Il peut pas être intouchable tout le temps, sinon ça devient très très vite très monotone. Donc, certes, ça coche cette case-là, mais à l'arrivée, c'est pas vraiment un spoil, mais bon, si jamais je vous laisse quelques secondes pour mettre pause et aller 10-20 secondes plus loin, elle récupère un tatouage, elle aussi, à la fin du film. Bon, ça lui accorde pas plus de pouvoir que ça ne la métamorphose pas non plus, c'est encore très très léger. Pendant le film, le personnage de Matangi, la espèce de femme à chauve-souris, lui dit de chercher une autre voie, ce qu'elle fait dans la scène finale, même si c'est franchement très très peu exploité, quoi. C'est une idée qui est très très minime encore, je trouve, pour que finalement, vers la fin du film, on la voit suivre le chemin tout tracé par sa pagaie qui est met dans l'eau. Donc, le côté chercher une autre voie, non. Au final, son chemin, il a l'air d'être tout tracé et ça lui pose pas plus de problèmes que ça. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont assez décevantes, quoi. Ça manque d'aspérité, ça manque déjà de différence par rapport au premier. Ça apporte pas grand-chose de neuf. Voilà, je le redis. Mais pour moi, ce qui passe vraiment pas, ce qui est presque, je vais pas dire rédhibitoire, mais pas loin d'être impardonnable, en tout cas je comprends pas comment on peut encore faire ça en 2024, c'est la scène post-générique. Là encore, c'est un semi-spoil parce que c'est pas comme si ça apprenait grand chose, mais on a le retour de Matangi, la méchante dont je vous ai parlé, qui avait disparu quand même pendant le reste du film, qui se retrouve avec le grand méchant qu'on ne voit que en forme nuage, amas de tonnerre, on va dire, qui est vraiment un copier-coller de Thanos avant les films Avengers Infinity War puis Endgame. En clair, il est violet, il est sur un fauteuil dans un genre d'univers éthéré, on sait pas trop où c'est la même scène, le même visuel, la même représentation. Alors certes, on peut se dire coup de coude, c'est un clin d'œil pour les ados, pour les adultes, eux ils auront reconnu, mais non, c'est juste la même chose. On nous refait le coup une énième fois et à la fin, il lui glisse non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et ça, encore une fois, c'est plus possible. On s'est tapé un film d'1h40, c'est le deuxième d'une franchise, et on nous dit, ça fait que commencer, on va avoir combien de suites encore derrière? Vous comptez exploiter le filon jusqu'à quand encore? C'est paresseux et c'est vraiment, vraiment très décevant. Alors, de la part de Disney, je vois pas pourquoi je suis déçu, hein, c'est plutôt logique finalement, encore une fois, dans leur stratégie d'exploitation de licences, de faire des suites, contrairement à faire des histoires et des films originaux. Là encore, on y reviendra dans la deuxième partie. Mais quand même, quoi, on nous resserre encore la même formule. C'est vraiment le degré zéro. Ça n'a pas évolué d'un iota depuis les Avengers qui datent d'il y a plus de 10 ans, quoi. Donc là, je me suis un peu énervé, je me suis un peu chauffé. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et ce qui est presque pas dommage, mais
qu'on peut regretter, c'est que cette histoire un peu déjà vue, ce sentiment de nous resservir un petit peu la même sauce avec un goût légèrement différent, c'est quand même fait d'une manière assez irréprochable, quoi. Le film est encore une fois visuellement à tomber. On n'a pas le sentiment non plus d'un énorme bond technique par rapport à 2016. Peut-être c'est aussi parce que j'ai vu le premier film en bonne qualité sur Disney+, et vraiment quelques jours avant. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours très beau. J'ai juste une petite déception visuelle. Il y a un moment, une scène avec un requin-baleine scintillant qui est censé représenter un des ancêtres de Vaiana. J'adore le requin-baleine, c'est vraiment un de mes poissons, un de mes animaux favoris. Je suis un fan de requins d'une manière générale. Voilà un petit point d'information sur moi que vous n'aviez pas demandé. Et voilà, il y a quelques plans comme ça qui marquent vraiment très très fort la rétine. C'est trop peu présent, c'est peut-être un peu juste saupoudré. On en voudrait plus, mais voilà, on a quand même ça à quoi se raccrocher. Le film est encore une fois très très beau, je leur dis. Au niveau des chansons, on n'a plus Lin-Manuel Miranda, qui était à la manette sur une partie des chansons du premier, qui est le créateur d'Hamilton, qui est un énorme carton sur Broadway depuis quasiment 20 ans maintenant, qui a été décliné sur Disney+. Vous avez peut-être vu ça. Moi, je suis vraiment pas très ni client ni connaisseur des comédies musicales, mais c'est vraiment devenu, via Hamilton, une sommité dans le milieu. Il était sur le premier, là, il a passé la main, il n'est plus là, mais les chansons fonctionnent quand même globalement bien. Et je trouve, c'est une des forces quand même maintenant de Disney. C'était le cas, je trouvais, dans Encanto, qui avait réussi à redynamiser, à renouveler ça. Là, on a encore des chansons dans des styles très variés de l'une à l'autre, des styles variés et modernes. Donc on sent quand même qu'il y a l'idée de s'adapter au nouveau public, toujours en restant dans un côté très pop, hein, mais c'est ce qui fait la force de ces chansons-là, avec une mise en scène à certains moments, pas toujours, mais à certains moments, notamment la chanson dont je parlais, Entre Maui et Vaiana. Voilà, il y a toujours des petites idées qui font que ça renouvelle un petit peu le film, ça le sort justement de son environnement habituel. C'est des bons petits moments, ça fonctionne bien à chaque fois. Ce qu'il faut se dire, globalement, c'est que Vaiana 2, ça se veut comme avant tout une aventure familiale, avec des codes et un univers maintenant qui est bien connu. Si on se contente de ça, ça fait le taf. Maintenant, si on lui demande un peu plus, comme c'était un peu mon cas, hein, parce que j'avais plutôt bien aimé le premier, je vous l'avais dit, le fait de le revoir m'avait fait remonter quelques petits souvenirs à la surface. Je voyais la capacité d'amélioration, là où le film pouvait aller un petit peu plus loin. Je ne l'ai pas vraiment eu, et donc de mon côté, c'est quand même globalement une semi-déception, même si, comme je le dis souvent, on passe pas foncièrement un mauvais moment. Moi, j'aurais aimé que le film aille un petit peu plus loin. Il me faut un équipage. Super! Je suis agriculteur, pas marin. Je pars avec Vaiana! Quoi de neuf, gamine? Bah oui! J'ai droit à Chihou. Allez plus loin! On va affronter des monstres déchaînés, des dieux en colère. Les cacas. Faucon géant! Aucun sens de l'humour. Oui, allez plus loin! Aucun être humain ne pourra briser cette malédiction. On vient recruter le monstre de lave. Au travail! Si tu tentes de rassembler les peuples, tu seras anéanti. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. On passe à la partie contexte qui va essayer de répondre à une question. Qu'est-ce que Disney peut espérer pour Vaiana 2 en termes de succès au box-office ? Déjà, il faut savoir que cette période de fin novembre, début décembre, c'est une période phare pour Disney. Quasiment chaque année, ou en tout cas depuis ces dernières années, on a un gros film Disney à Thanksgiving. Et le problème, justement, c'est que les films qui sont sortis en 2022 et en 2023 ont été des énormes plantades. Peut-être vous souvenez-vous d'Avalonia, qui était sorti en 2022 sur Disney+. Un four, un vrai, un gros, mais c'était encore pire l'année suivante avec Wish, que là non plus j'étais pas allé voir au cinéma, qui là aussi c'est vautré dans les grandes largeurs. En 2021, Encanto n'avait pas non plus super bien fonctionné, mais on pouvait encore lui donner l'excuse de la fin de la pandémie, de la queue de comète du Covid, d'autant que derrière le film s'est plutôt bien rattrapé avec le streaming, mais dans l'ensemble, Thanksgiving sur les 3 dernières années, ça reste des semi-échecs, voire des foirades totales pour Disney. Et
là, pouf, 2024, arrive une suite d'un succès correct, puisque Vaiana, le premier, c'est 150 millions de budget pour 643 millions de recettes. Donc c'est quand même un beau x4, c'est pas négligeable, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois moins que La Reine des Neiges 1 et 2, qui ont largement donc dépassé le milliard. Et donc là, est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu quelque chose? Des nouveaux films originaux qui se plantent et une suite d'un succès correct qui arrive. Est-ce que ça serait pas un petit peu le même phénomène que Vice Versa 2 par rapport à Vice Versa? Sauf que Vaiana 2 a un joker, un as dans sa manche si vous voulez, c'est que le premier, Vaiana, est un énorme carton sur Disney+, peut-être même le film le plus vu de l'histoire des plateformes de streaming. Et là, je vais me baser principalement sur une vidéo qui était sortie sur Écran Large il y a quelques jours, donc je les remercie pour ça et vous pourrez la retrouver dans la description. Bien sûr, on cite toujours ses sources ici. Cette vidéo, elle se base principalement sur les chiffres d'une entreprise qui s'appelle Nielsen, qui fournit des chiffres justement de visionnage de films sur les plateformes de streaming, puisque vous le savez peut-être, mais les plateformes communiquent très peu ou partiellement sur leurs chiffres de visionnage. On a sur Netflix le top 10, mais c'est parfois pas évident de savoir combien de millions de personnes ont vu tel ou tel film. Ou voilà, c'est des choses qui sont un petit peu disséminées au compte-gouttes, donc il faut bien souvent compter sur des entreprises tierces dont Nielsen fait partie, avec quand même plusieurs biais qu'il faut connaître. Les chiffres donnés par Nielsen se limitent au territoire américain et ensuite aux vues TV uniquement. Le reste, ils l'ont plus ou moins extrapolé pour arriver à des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui peuvent quand même donner un ordre d'idée et un certain classement et surtout une tendance. Surtout que pour Vaiana, la tendance, elle est assez folle. En clair, depuis 2020, Vaiana est toujours au moins dans le top 4 par année, toutes plateformes confondues, des films les plus vus sur les plateformes de streaming. En clair, le film a été complètement boosté par le Covid. Je pense que c'était principalement l'envie de dépaysement qu'on pouvait avoir à cette période-là. On était enfermés chez nous et donc là, l'idée d'avoir une aventure qui se passe sur la mer, qui plus est en Polynésie, un endroit qui est complètement dépaysant, ça a sans doute joué en grosse partie sur le succès du film. Et ensuite, il est resté au top comme ça, là où pas mal d'autres sorties récentes disparaissaient aussi vite qu'elles étaient arrivées. Année après année, Vaiana restait dans le top 2, 3, 4 et même en 2023 est d'assez loin le film le plus vu, toutes plateformes de streaming confondues. Nielsen fonctionne pas forcément en termes de nombre de fois où le film a été visionné, mais en termes de minutes totales visionnées. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que eux fonctionnent. Ça ne veut pas forcément dire que les gens regardent le film en intégralité de A à Z, mais quand même, ça donne une estimation, d'autant que là encore, une fois de plus, Vaiana dépasse largement tous les autres. Depuis donc 2020, on est à plus de 40 milliards de minutes visionnées et ça monterait même à plus de 80 milliards, toutes plateformes confondues pour le film, depuis que Nielsen effectue ses estimations. Au-delà de l'effet Covid, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, moi je vais avoir mon explication qui vaut ce qu'il vaut. C'est globalement un film qui s'adresse à un public assez jeune. Je sais pas comment vous étiez vous quand vous étiez plus petit, mais moi globalement, j'avais pas un nombre de cassettes ni de DVD délirant, mais quoi qu'il en soit, entre mes 5 et mes 10 ans, on va dire, je tournais quand même principalement en boucle autour d'un pool de, une petite dizaine de films et peut-être même encore moins. J'aimais me les repasser en boucle encore et encore sans m'en lasser. Et le fait là d'avoir le film à disposition facilement comme ça, facile d'accès sur une plateforme, quand on est plus jeune, quand on est parent aussi et qu'on a envie d'être tranquille pendant 1h30, on place ses enfants devant un film qu'ils connaissent par cœur. Les chansons, ils les connaissent aussi par cœur. D'ailleurs, ça va même plus loin que le simple visionnage de films sur la plateforme. L'album de Vaiana s'est vendu à 5,6 millions de copies, soit plus que les BO de Coco et Encanto réunis. C'est vous dire, vous en aviez peut-être pas conscience et c'est peut-être un phénomène qui est beaucoup plus américain que européen, c'est possible aussi, mais Vaiana c'est un carton phénoménal, comme l'industrie n'en a jamais vu. Forcément, avec de tels chiffres, les perspectives pour Vaiana 2 elles sont plutôt
plutôt bonne, hein. Si vous avez un pool comme ça de gens, d'enfants, de familles qui ont grandi avec le film depuis 2, 3, 4 ans, a priori, il semblerait qu'ils aient plutôt envie d'aller voir le 2 en salle, de se jeter dessus. Et d'ailleurs, ça c'est une info qui est tirée d'un article de Bloomberg. Là encore, je vous mets le lien en description, un article en anglais. Fandango, qui est le premier service de vente de tickets aux États-Unis, a précisé que Vaiana 2 est le film cette année qui a le plus de prévente de tickets pour le premier jour pour un film d'animation. En clair, il y a déjà un nombre de tickets qui ont été prévendus pour ce mercredi qui est colossal aux États-Unis. C'est le week-end de Thanksgiving, on l'a dit, et en fait, on est sur une période de vacances aux États-Unis. Le Black Friday, il arrive après Thanksgiving. Et grosso modo, c'est un week-end qui est crucial pour ce genre de sortie. C'est typiquement la période où on se retrouve en famille aux États-Unis, encore plus même que Noël, hein, où les enfants reviennent chez les parents, etc. Et on passe du moment ensemble. Et là, les sorties cinéma, ça explose à cette période-là. Donc, autant vous dire que les chiffres de Vaiana 2 sur le premier week-end vont être scrutés de très très près et risquent d'être énormes. Et d'ailleurs, pour compléter ça, on a même Adam Aron, qui est le patron d'AMC, la plus grosse chaîne de cinéma nord-américaine et plus globalement à travers le monde. Lui, il parle carrément de rumeurs qu'il a entendues, comme quoi le film pourrait dépasser les 1,7 milliard de Vice Versa 2, qui est devenu cette année le film d'animation le plus vu, ou en tout cas qui a réalisé le plus gros score au box-office de l'histoire du cinéma. Moi, j'ai des réserves quand même là-dessus, parce que même s'il y a un engouement, une espèce de phénomène populaire latent qu'on n'a pas vu venir autour de Vaiana, je pense quand même que la qualité du film assez relative pourrait jouer contre lui. Je pense que le bouche à oreille va pas forcément être aussi favorable qu'il l'a été sur Vice Versa 2. Alors après, si il y a eu vraiment une armée de fans qui vont voir le film 18 fois chacun, ils m'auront contredit, hein, j'aurais eu tort, très bien. Mais malgré tout, on n'est pas sur un film de même qualité que Vice Versa 2. Pour la petite histoire d'ailleurs, voire même la grosse histoire, et ce qui pour moi est aussi un point assez important dans la qualité globale de Vaiana 2, c'est qu'à la base, le film devait être une série pour Disney+. Ça aussi, on l'apprend via cet article de Bloomberg. Et puis, le film qui était prévu pour ce Thanksgiving-là est tombé à l'eau, vous l'avez. Ce sur quoi a réagi Bob Iger, hein, qui est le patron de Disney, et il a demandé à Alan Bergman, le chef de la division film, « Bro, qu'est-ce qu'on peut faire là? Il nous faut quelque chose à mettre à la place. » Alan Bergman, il connaissait cette idée, ce projet de série Vaiana 2, et il a proposé de l'adapter en film, en rajoutant des scènes un petit peu plus grandioses, en ajoutant de l'épique, ce qui nous donne le film qu'on a aujourd'hui, et ce qui explique, je pense, en partie pourquoi il n'y a pas non plus, comme je disais, un gap, un écart visuel de qualité d'animation extraordinaire entre le premier et le deuxième, alors qu'ils ont quand même 8 ans d'écart, et ce qui explique sans doute aussi quelques facilités au niveau de la reprise de certaines thématiques, d'un certain rythme. C'est pas un film qui a été, je pense, pensé de bout en bout en tant que tel. Je trouve que ça se sent quand même pas mal. Et aussi par rapport au fait qu'on a une suite qui nous est teasée quand même directement dans la scène post-générique, hein, ce qui n'était pas du tout le cas du premier. Et je pense, le personnage de la petite sœur de Vaiana va jouer un rôle assez important dans le prochain, voire les prochains films. Vous l'aurez entendu ici en premier. Mais ce n'est pas tout, puisque entre Vaiana 1 et Vaiana 2 a été annoncé un projet de remake live-action du premier. Vous avez peut-être vu passer cette photo de Dwayne Johnson avec des tatouages partout et son pagne en fleurs, puisqu'il va reprendre son rôle de Maui dans le live-action, ce qui ne sera pas le cas de Ali Cravalho, qui est le double Vaiana, mais qui ne sera pas dans le film live. J'imagine qu'on ne devrait pas tarder à avoir des images pour ce film puisqu'il est toujours prévu en 2025. Donc autant dire que là, dans les prochaines années, du Vaiana, vous n'avez pas fini d'en bouffer. On en arrive maintenant à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, mais c'est pour qui Vaiana 2 ? Alors c'est une évidence, c'est pour les fans de Vaiana, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Vous avez aimé le premier, vous aimerez celui-là. Je vois pas comment c'est possible autrement. On est grosso modo en présence du même film. Peut-être que certains vont se rendre compte, peut-être que d'autres vont juste être contents de récupérer encore une fois du same of the same. Voilà, on est à la maison, on est dans nos petits chaussons, on est bien. Ça, je pense que ça va plaire à une grosse frange des fans. C'est pour qui aussi, je dirais, les enfants à partir de 5-6 ans. Hein, on n'a pas trop
d'autres problèmes, je pense, à regarder ça en étant assez jeune. Comme je l'ai dit, il y a en plus ce personnage de la petite sœur qui a à peu près ce même âge-là, donc c'est aussi fait pour que eux puissent s'identifier, avoir quelqu'un à qui se raccrocher, même si on la voit assez peu. Mais grosso modo, Vaiana 2, comme le premier, je pense que c'est un super film à voir en famille. La structure, elle est très classique, trop classique, moi j'aurais tendance à dire, mais on est sur un classique justement d'animation Disney avec tout ce qu'on lui demande, des chansons entraînantes, une aventure dépaysante et des personnages qui reviennent faire plus ou moins la même chose qu'avant certes, mais qu'on est content de retrouver. Et je pense que ça, pour le coup, ça jouera pour lui. Au niveau de la note, je vais pas être trop sévère non plus parce que comme je l'ai dit, visuellement ça reste assez dingue et j'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux pas décemment monter au-dessus de 3 sur 5, qui est la note que je lui décernerais. Ça le place derrière le premier Vaiana, vous vous en doutez, au même niveau que la Reine des Neiges, mais devant quand même Wish, qui était non seulement une plantade commerciale, mais vraiment pas un super Disney malgré l'avalanche de clins d'œil. Vous pouvez retrouver ce classement dans la grande liste Letterboxd d'Animedia. Ainsi s'achève notre aventure pour cet épisode. Avant de conclure tout à fait, j'aurais plusieurs petites recommandations pour vous, voire une grosse recommandation même, notamment pour un film que j'ai vu tout récemment, que j'ai adoré. C'est Hayao Miyazaki et le Héron. C'est un documentaire, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, autour de la production du film Le Garçon et le Héron par Hayao Miyazaki, que un vidéaste a suivi pendant quasiment 10 ans et j'aurais vraiment du mal à le résumer ici. J'en ai fait un thread sur mon compte Blue Sky, donc déjà allez me suivre sur Blue Sky bien sûr pour avoir en plus mes impressions et de l'actu du cinéma d'animation, mais je trouve qu'il y a tout dans ce film. C'est un documentaire assez brillant sur cette carrière riche, dense, cette fin de vie aussi. C'est un film qui est beaucoup marqué par la mort de pas mal de collaborateurs autour de Miyazaki et comment lui ressent et voit ce temps qui passe inexorablement, qui essaye de lutter contre ça, qui voit même son propre corps lui faire défaut à plusieurs moments. C'est absolument bouleversant, touchant, tout ce que vous voulez. Ça remet en plus en perspective les films de Miyazaki à l'aune de ce qu'il est en train de vivre, de ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est magnifique. C'est un film indispensable, je pense, sur la création pour un auteur, un génie complètement hors norme. C'est fou quand même ce qu'il arrive à faire jusqu'à 80 ans passés. C'est fou l'état dans lequel il se met pour proposer ces films-là. Et comme je le disais sur Blue Sky, ça vraiment donne un regard neuf sur ce film et ça remet complètement en perspective ce qu'on peut penser en tant que critique de cinéma quand on voit ce qui a poussé Miyazaki à faire ce film. Derrière nos petites interprétations personnelles et nos ressentis personnels, ils paraissent un petit peu vains. Je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Le film, il est sorti 2 jours seulement en salle en France. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver en VOD chez nous. Il est disponible à l'international sur Max. Il était passé à la télé au Japon. J'espère qu'il va arriver bientôt. Je vous en tiendrai informé, que ce soit ici ou sur les réseaux. Donc voilà, c'est une bonne raison de plus pour aller me suivre sur Blue Sky et Instagram. Un petit point calendrier également, puisqu'il y a une bonne annonce qui vient de tomber. Le 11 décembre sortira sur Disney+, une mini-série de 4 épisodes qui s'appelle Dream Production. Et le concept, c'est que ça tourne autour du studio qui crée les rêves dans la tête de Riley, de Vice Versa. Personnellement, j'avais adoré ces séquences de rêves interrompues par le clown géant. Vous voyez, c'est cette scène-là. Donc, s'ils arrivent vraiment à bien exploiter l'idée, je suis assez confiant sur le fait qu'il n'y a que 4 épisodes. Donc, peut-être qu'ils ont jugé au bout d'un moment qu'ils étaient arrivés au bout du concept. Je suis très content d'avoir ça et on découvrira ça à partir donc du 11 décembre. Et enfin, si vous êtes à Paris et que vous écoutez l'épisode tout proche de sa sortie, donc autour du 27-28 novembre, le Carrefour du cinéma d'animation a lieu jusqu'au 29 novembre, donc jusqu'à vendredi, au Forum des Images. C'est un festival qui met en lumière le cinéma d'animation. Donc allez jeter un œil sur leur site. S'il reste des places pour quelques séances sympas, ça peut valoir le coup d'aller découvrir quelques films méconnus. Cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour. Retrouvez ce podcast bien sûr sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou n'importe quelle plateforme d'écoute que vous privilégiez. Abonnez-vous bien sûr, laissez-moi un pouce, un maximum d'étoiles. Partagez-le autour de vous, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir. J'en ai eu un récemment qui m'a fait chaud au cœur, donc merci à vous, merci d'écouter Animedia. Portez-vous bien d'ici le prochain épisode. Ciao!